Salut à tous! Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le programme de technologie de 3e. Mais attention, pas question de faire une liste ennuyeuse. Non, on va plutôt suivre l'aventure incroyable d'un objet technique, depuis la toute petite idée qui germe dans un coin de la tête, jusqu'à l'objet bien réel qu'on a entre les mains. Bref, c'est le voyage fascinant de la création. Alors voilà notre parcours. On va passer par 5 grandes étapes. D'abord, comment une idée devient un vrai projet. Ensuite, de quoi notre objet est fait et comment on le fabrique. Puis, on verra comment on lui donne un cerveau, une intelligence. Après ça, comment il communique et se protège. Et enfin, on s'intéressera à sa vie après sa création. Allez, c'est parti! Bon, alors par où est-ce que ça commence tout ça? Eh bien, avant même de penser à un circuit imprimé ou à une ligne de code, tout part de là, d'un besoin, d'un problème à résoudre, et surtout d'un plan bien ficelé pour y arriver. Parce qu'une bonne idée, si elle n'est pas structurée, ça reste juste une idée. Il faut une méthode. D'abord, on identifie clairement le besoin. Quel problème veut-on résoudre? Ensuite, on liste les contraintes. C'est quoi le budget, les délais, les règles à respecter? C'est seulement après qu'on peut commencer à être créatif et à imaginer des solutions. Une fois qu'on a la bonne, on planifie tout le travail, souvent avec des outils comme un diagramme de Gantt pour bien voir qui fait quoi et quand. Et enfin, l'étape cruciale, on fabrique le prototype, la toute première version, pour voir si ça marche en vrai. Et aujourd'hui, il y a une chose qui est devenue absolument non négociable, l'impact sur l'environnement. C'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Ça veut dire qu'on pense à la planète dès le début du projet, pas à la fin. Comment on peut fabriquer avec moins de matière? Comment faire pour que l'objet soit facile à recycler? Toutes ces questions sont maintenant au cœur du processus de création. Ok, le plan est prêt. Maintenant, il faut que notre objet prenne vie, qu'il devienne quelque chose de concret. Alors la question c'est, on le fabrique avec quoi? Et comment on fait pour lui donner sa forme? C'est l'heure de passer de l'idée à la matière. En gros, on peut ranger les matériaux dans 3 grandes familles. Il y a les organiques, qui viennent du monde vivant, comme le bois, ou des énergies fossiles, comme tous les plastiques. Pensez à la coque d'un casque de réalité virtuelle, par exemple. Ensuite, il y a les minéraux, qui viennent des roches, comme le verre qu'on va trouver dans les lentilles de ce même casque. Et enfin, les composites. Là, c'est un mélange de plusieurs matériaux pour combiner leurs qualités, comme la fibre de carbone, qui est à la fois super légère et ultra solide. Et pour donner forme à ces matériaux, il existe 2 grandes approches, 2 philosophies presque. D'un côté, la fabrication additive, avec l'impression 3D en star. Là, on construit l'objet en ajoutant de la matière, couche après couche. C'est génial pour les prototypes, et ça gaspille très peu. De l'autre côté, on a la fabrication soustractive, l'usinage. On part d'un bloc de matière et on en enlève, on creuse, on perce, jusqu'à obtenir la forme voulue. Un peu comme un sculpteur qui part d'un bloc de marbre. Bon, notre objet existe, il a une forme, on peut le tenir dans la main, mais pour l'instant c'est un peu une coquille vide. Il est temps de passer à l'étape suivante, lui donner un cerveau, le rendre intelligent. Et c'est là toute la question. Comment un simple morceau de plastique et de métal peut tout à coup prendre des décisions, interagir avec son environnement et nous être utile? La réponse, elle tient en un seul mot. L'algorithme. Il ne faut pas que ce mot fasse peur. En fait, c'est juste une recette de cuisine. Voilà, c'est une liste d'instructions très claire, dans le bon ordre, que l'objet va suivre à la lettre pour faire ce qu'on lui demande. Pas de bonne recette, pas de bon gâteau. Pas de bon algorithme, pas d'objet intelligent. C'est aussi simple que ça. Et pour écrire cette recette, on utilise des ingrédients de base. Le premier, c'est la condition, le fameux si alors. Prenons une montre connectée. Si la batterie passe sous les 10%, alors l'écran affiche batterie faible. Facile. Le deuxième ingrédient, c'est la boucle. Elle sert à répéter une action. Par exemple, un podomètre va répéter l'action « ajouter un pas » chaque fois qu'il détecte un mouvement. Et rien qu'avec ces 2 briques de base, on peut construire des programmes incroyablement complexes. Alors, notre objet est intelligent. Super. Maintenant, il va vouloir communiquer, se connecter à Internet, échanger des infos. Mais attention, dès qu'il se connecte, ça ouvre la porte à de nouvelles problématiques. Comment gérer toutes ces données? Et surtout, comment se protéger des dangers du net? Il y a un truc auquel on pense rarement, c'est l'impact invisible de tout ça. Chaque photo envoyée, chaque message, tout ça est stocké dans d'immenses data centers. Et ces endroits consomment une quantité d'énergie absolument folle. Pour se faire une idée, un seul data center de taille moyenne consomme autant d'électricité qu'une ville de 50 000 habitants. Oui, 50 000. La pollution numérique, c'est un vrai sujet. Et forcément, qui dit données dit protection. La cybersécurité, ce n'est pas seulement un truc de hacker dans les films. Ce sont des réflexes simples que tout le monde devrait avoir. Utiliser des mots de passe compliqués, bien sûr. Activer la double authentification dès que c'est possible. Ça ajoute une super barrière de sécurité. Pensez à faire le ménage dans les cookies de son navigateur. Mettre à jour ses applis, c'est super important. Et bien sûr, avoir un bon mot de passe sur son Wi-Fi à la maison. On arrive à la dernière étape de notre voyage. L'objet est fabriqué, vendu, il est chez les gens. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelle est sa vraie vie, son impact? Et surtout, qu'est-ce qui se passe quand il tombe en panne? Pour répondre à ça, il y a un outil génial qui a été mis en place en France,
l'indice de réparabilité. C'est cette note sur 10 qu'on voit maintenant sur plein d'appareils. C'est très simple, plus la note est élevée, plus l'objet est facile à démonter et à réparer soi-même ou par un pro. Ça permet de comparer 2 télés ou 2 smartphones et de choisir celui qui a le plus de chances de durer. Et pourquoi est-ce que c'est si important, cette réparabilité? Eh bien, c'est tout simplement la meilleure arme contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Vous savez, cette technique qui consiste à fabriquer des objets qui ne durent pas pour nous forcer à en racheter. En choisissant un objet qui se répare bien, on fait un geste qui est bon pour le portefeuille et surtout un geste qui est bon pour la planète. Et voilà, la boucle est bouclée. De l'idée jusqu'à sa fin de vie, on a fait tout le tour du propriétaire. Ce qu'on voit à travers ce parcours, c'est que créer un objet technologique aujourd'hui, ce n'est plus seulement une question de technique, c'est devenu une vraie responsabilité. Alors, pour finir, la question que ça nous pose à tous, c'est, en sachant tout ça, quel objet on va bien pouvoir inventer demain ?